Ça a été fait, l'accord a été signé entre Paul Kagame du Rwanda et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Oui, on parle d'un accord historique, mais sous un climat de méfiance. Comment comprendre cet accord? Est-ce que cet accord va résoudre les vrais et réels problèmes de la République démocratique du Congo? Comment penser à cet accord, mais également parler de la crise en interne? On va en parler ici sur ce plateau avec M. Marc Beyaki, Kazakhstan, qui est cadre au sein de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette. Nous avons M. Henri Kalimassi, qui est acteur politique, membre de la FDCA. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Boutella. Nous avons également M. Patrick Bala. Lui, il est déplacé de guerre, oui, déplacé de Goma. Il a été de ceux qui ont été arrêtés au Rwanda. Il a vécu les déplacements. On va en parler avec lui également ici sur ce plateau. Monsieur Bala, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. Nous avons également Monsieur Mathieu Takizala, qui est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Je remercie Madame Boutella, ça fait belle route, hein, dans Exactement. ce plateau, ça fait débat. Et avec des sujets, des enjeux d'aujourd'hui, je vous remercie et je remercie aussi l'équipe. Et ça fait débat, y compris la chaîne Télé 50 qui fait la fierté de la démocratie du Congo. Merci à vous. On en vient à M. Bala pour un petit résumé. Oui, on parle de vous en tant que déplacé de Goma. Oui, qu'avez-vous vécu en résumé? Merci Madame d'abord pour l'invitation. Je salue mes différents co-débatteurs. Je salue les millions de téléspectateurs qui me suivent à pareil moment. Docteur Patrick Bala étant parmi les leaders politiques de la province du Nord Kivu, qui est monté au créneau avec les autres pour dire non à la guerre. Non à la guerre parce que pour nous, ça devenait, on dirait, une routine. On dirait que c'est devenu normal. On voulait normaliser la mort, on voulait normaliser les déplacements des gens et la paupérisation de la population. On s'est dit, cette fois-ci, il fallait arrêter. On est monté au créneau pour avertir les autorités nationales, pour leur dire qu'il s'agit d'une guerre, qu'il ne s'agit pas d'une rébellion. Parce qu'on pensait au M23, cette thèse que nous avons toujours réfutée jusqu'aujourd'hui, Kagame vient de prouver que ce n'est pas le M23, c'est lui qui est sur terrain. Le gouvernement ne nous écoutait pas. Face à cela, Kagame s'était dit qu'il fallait mettre fin à cette tête qui entêtait les autres, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations dans la ville de Goma, voire Bukavu. C'est ainsi qu'ils avaient mis la main sur moi. Ils m'ont incarcéré. Donc il y a eu un enlèvement, c'était en cours de route. Ils m'ont incarcéré pendant 6 jours, torturé là chez eux. C'est grâce aux manifestations populaires, la pression des médias, la pression des organisations internationales et l'intervention directe du chef de l'État lui-même, qui est intervenu sous la médiation du président de la CIRGL à l'époque, c'était Lorenzo, qui a joué la facilitation entre le président Kagame et le président Kabila. Et plutôt le président Kagame. C'est ainsi que j'ai été libéré en échange de 2 militaires rwandais qui étaient sur place ici, 2 commandos qu'on avait pris à Rumangabo. Et dès là, le gouvernement a décidé que je sois délocalisé, que je sois ici, que je n'arrive plus à Goma parce que c'était une partie insécure pour moi. Il fallait que je sois ici à Kinshasa. Malheureusement, ils m'ont amené à Kinshasa pour me déposer dans les rues. La suite n'a plus continué. Donc j'ai été délocalisé pour être déposé seulement dans les rues de Kinshasa jusqu'aujourd'hui. Et quelques temps après, c'est la guerre qui entre chez moi, ma famille en débandade qui fouille vers Bukavu. Bukavu tombe, la famille encore en débandade. Aujourd'hui, en l'air. Et à part ça, c'est une masse populaire qui s'est dispersée. Aujourd'hui, si vous êtes à Bujumbura, c'est à peu près 78 000 ménages qui se retrouvent là-bas. À Uvira se plaint. Ici à Kinshasa, on a plus de 2000 ménages qui, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, délaissés totalement, malgré les démarches que nous avons menées, parce que j'avais géré la coordination des déplacés de guerre. C'est un seul député qui s'est lancé, à la personne de l'honorable Charles Sabungo de la ville de Goma, qui essaie un peu de suppléer, parce qu'il ne saura pas prendre 2000 ménages ici. C'est le seul qui est en train de se battre. On ne comprend pas ce qui se passe. On nous apprend que ça fait 5 mois. Il y a des cargaisons de riz qui sont arrivées à Matadi. 5 mois, on ne sait pas amener ce riz ici, aider ces gens qui sont dans des familles d'accueil ici, en train de souffrir. Mais que dire de ceux qui sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile, par exemple, à Bujumbura, comme réfugiés? Pas de bâche, pas de sel, pas de sucre, pas de savon. Donc rien du tout. Les enfants non scolarisés. Ici à Kinshasa, on a déjà noté 6 morts parmi les déplacés qui étaient venus ici. On se demande ce que nous avons fait au gouvernement congolais pour que nous soyons
oublier. C'est pourquoi nous lançons toujours ce cri d'alarme pour qu'on sache qu'on est aussi Congolais, que l'on pense à nous. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous avions envie d'être ici. Nous sommes ici parce que chez nous, on nous a ravi la paix. Nous sommes habitués à vivre chez nous parce que nous pensons que là, c'est l'havre de paix que nous cherchons, c'est la vie aisée qu'il y a là-bas. On appelle Goma la Suisse d'Afrique. Nous aimons ce climat qu'il y a là. Nous aimons manger bio tel que nous sommes là. Mais on nous a embrouillés qu'on nous permet de rentrer chez nous paisiblement. C'est un cri d'alarme justement lancé aux autorités de la République, oui, à cette population également qui vit en dehors de la République démocratique du Congo ou encore en dehors de Goma et de Bukavu, qui ne maîtrisent pas et comprennent pas très bien les effets néfastes de cette guerre nous imposée par le Rwanda. On va justement évoquer l'accord ici, sur ce plateau. Oui, l'accord a été signé, salué par les acteurs politiques, alors que d'autres, par contre, restent sceptiques. Monsieur Kalimassi. Bon, ils sont libres, madame. Mais nous tenons à féliciter le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire pour qu'on arrive là-bas aujourd'hui. Ce qui reste, c'est une nouvelle expérience qu'on va expérimenter par rapport à cet accord. Déjà, en lisant les différents chapitres ou articles qui sont dans cet accord, nous espérons qu'il y a de bonnes choses. Vous devez savoir, madame, quand bien même qu'on peut émettre des réserves par rapport au comportement belliqueux de Kagame, au moins on sait que les États-Unis, au travers le président Trump, lorsqu'il s'engage, c'est pour une solution définitive. Je peux illustrer ça par les cas d'Iran et Israël, qui se sont battus pendant 12 jours, jour et nuit. Mais quand Trump a dit c'est la fin des deux côtés, il y a eu la fin de la guerre. Et j'ai suivi la porte-parole de la Maison-Blanche qui dénonçait, malgré la signature de l'accord qui s'est signé aux États-Unis, la poursuite de la guerre à l'Est, elle a été conséquente pour dire celui qui ne respectera pas cet accord, il subira les conséquences négatives, les conséquences par rapport à son comportement. La responsabilité aujourd'hui reste entre les deux personnalités par rapport à leur sincérité vis-à-vis de l'accord qu'ils ont signé. Je cite le président Kagame et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le moment, il n'est pas question pour nous d'allumer les faits ou d'attiser les faits. Nous devons observer le comportement des deux pays, chacun face à sa conscience et à la responsabilité. Surtout que dans cet accord, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie économique. Quand bien même que nous savons comment on va faire pour que nos droits soient trouvés par rapport à nos 10 millions de morts, par rapport au pillage de nos ressources. Nous connaissons les voies que nous pourrons suivre après, afin que toutes ces situations soient réparées. Mais au moins sur le plan économique, je suis en train de voir que la situation économique de la région, par rapport à cet accord, va profiter à tout le monde. Et ce qu'il faudra maintenant faire par rapport au pillage de nos ressources, parce que ce soit la population de l'Est qui sont considérés comme les commerçants, que ce soit les multinationales qui venaient acheter les minéraux chez Kagame parce qu'ils fouillaient par rapport aux minéraux stratégiques, de payer les 10% ici. Ils en profitaient au Rwanda parce que là, ils payaient les 2%. Moi, je crois que ce que notre gouvernement doit faire, c'est d'harmoniser. Parce que c'est le circuit économique. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le Rwanda, quand bien même qu'il n'a pas les minéraux, il ne dira jamais qu'il n'a pas les minéraux sous son sol. Seulement, il faudra maintenant harmoniser pour voir, par rapport à nos intérêts,
comment le Rwanda, sur le plan économique, pourra protéger nos intérêts par rapport à tous ceux qui fuient notre pays pour payer la taxe de 10% par rapport aux minerais stratégiques, et voir comment contourner ça au niveau du Rwanda et récupérer tout ce que nous perdons ici par rapport à cette fuite au Rwanda. Mais justement, M. Takizala, puisqu'on va parler des différents... de l'économie. Oui, on parle de la volet sécurité. C'est vrai que beaucoup se focalisent sur l'aspect sécuritaire parce que c'est vrai que ça touche directement la sensibilité humaine. Mais on parle également de ce volet économique aujourd'hui. On le sait, alors qu'il y a eu plusieurs propositions, notamment l'intérêt de Rwanda aujourd'hui de se retrouver à signer cet accord. C'est justement arriver aussi à ne pas perdre la face. Alors qu'il agissait de manière détournée, aujourd'hui, ce que le Rwanda cherche, c'est entre autres une congestion des parties des terres de la République démocratique du Congo, notamment qui a été évoquée la question de la gestion des parcs et autres. Alors, comment récupérer l'intérêt économique perdu par la République démocratique du Congo sans pour autant, je le dirais entre guillemets, vendre la République démocratique du Congo? Madame Boutella, nous ne sommes pas le premier État qui a été occupé. Vous savez, la France a été occupée plusieurs fois. Et ça n'a pas empêché que les Français s'organisent face aux Anglais, face aux Allemands. Aujourd'hui, depuis 1960, il faut qu'on évite de parler de l'économie sans les acteurs économiques. C'est vrai, nous avons les acteurs politiques, mais la République démocratique du Congo n'associe pas de temps en temps le vrai acteur de terrain. Moi, je suis un entrepreneur et économiste de formation. Ça veut dire qu'il faut que les gens, nous sommes en économie de marché. Chaque État voit ses intérêts. Il pousse ses pions. Cet accord, c'est vrai, nous déplorons le fuite des matières premières, mais il faut, dans tous les secteurs, les Américains vont venir dans l'infrastructure, dans le mine, mais dans tous ces secteurs, nous avons les entreprises congolaises. Et d'où la nécessité qu'à l'interne, nous devons faire travailler nos entreprises. Dans l'infrastructure, on a l'Office des routes, on a OVD, on a 3/4 des entreprises publiques, y compris nous les acteurs du secteur privé. Mais regardez sur le terrain localement, vous voyez que les acteurs privés, nous souvent, ça fait 7 ans que je suis à Kinshasa comme chef d'entreprise. Il y a un problème. Il y a un problème de redistribution localement. Parce que si vous voulez que l'investissement s'attelle dans un territoire, vous devez avoir vos propres acteurs. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les acteurs congolais sont en difficulté depuis les années de Dokolo. Aujourd'hui, les entrepreneurs congolais, nous le faisons, même nous les particuliers, quand nous consommons. Quelles sont nos habitudes? Nous sommes partout au monde, dans tout le pays du monde. Quand vous faites un accord en bilatéral, aux États-Unis, il y a aussi des compatriotes congolais. Il faut le faire des entrepreneurs là-bas. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de la République démocratique du Congo? D'où l'importance de travailler cet aspect économique. Il ne faut pas que ça reste littéraire. Il faut que ça soit chiffré. Nous voulons faire, avant les accords de Washington, le Rwanda était présent sur le terrain économique, avec des entreprises, dans l'aéronautique. On parle beaucoup du minerai, mais le Rwanda était présent. Mais le Congo était absent à Kigali. Quelle entreprise on avait? Il faut qu'on retravaille ça. Nos compatriotes politiques doivent comprendre que la politique a un socle s'il y a de l'économie, s'il y a l'attractivité. L'Afrique croit qu'on construit un immeuble qu'on avance économiquement. Mais aujourd'hui, il y a des États en Europe, tout est là, les routes, ainsi de suite, mais il n'y a pas l'activité économique, il n'y a pas l'attractivité. Marseille est développé, non? Mais économiquement, il n'est pas fort. Pourquoi? Le taux de chômage. C'est un moment, il ne faut pas qu'on répète les erreurs de 1960. Les Rwandais viennent pour eux, les Américains viennent pour eux, d'où l'importance que tous les états-majors politiques de la République démocratique du Congo, il faut accepter les erreurs qu'on est en train de faire ici. À Washington, il y a combien de chefs d'entreprise congolais? Ah, mais la délégation était... La délégation, vous avez vu même les chefs d'entreprise publics. Vous comprenez? À un moment, si on veut avancer, il faut éviter de citer les autres, mais nous-mêmes, nous avons un vrai problème. Il y a un problème de compréhension économique. L'économie, ça doit se palper. Mais alors, M. Bala... Aujourd'hui, nous devons faire de sorte que
avec cet accord des Américains, il faut que les entreprises congolaises soient aussi associées. Mais justement, M. Bala, lorsqu'on parle de la signature de l'accord, oui, on se dit, oui, un accord historique, mais on en a vu les cas des accords. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec l'Internet, on nous rebalance les autres accords. Et la particularité aujourd'hui de signer cet accord, c'est quoi exactement? Et la faisabilité sur terrain pour résorber la situation sécuritaire, mais aussi le volet économique dont évoque justement M. Takizala. Merci Madame pour la question. Moi d'emblée, d'abord, je vais faire savoir que nous sommes dans une guerre que nous ne maîtrisons pas. Ça c'est une réalité. Une guerre que nous ne maîtrisons pas. Jusque-là, quand vous voyez la démarche que nous avons, je sens voir que le chef de l'État est le seul à comprendre ce qui se passe. Son entourage ne l'accompagne pas, son entourage ne comprend pas. C'est comme si on est dans une dichotomie entre la capitale et les provinces qui sont touchées. Le discours que nous sentons ici, parce que nous suivons beaucoup sur ce qui se passe à Kinshasa, ça n'a rien à faire avec ce qui se passe sur terrain. Donc aujourd'hui, vous allez voir par exemple les Ouazalendo qui se sont levés là, qui se battent, qui disent vos accords là ne nous concernent pas. Parce que le respect c'est fait par la force et pas par le stylo. Vous comprenez? Donc il faudrait être dans un contexte où on comprend que notre adversaire, il ne faut pas rester où notre ennemi, c'est seulement Kagame, mais non. Kagame n'est qu'un pantin qu'on a mis devant, c'est cette compréhension qu'on doit d'abord avoir. Et ce pantin-là est un militaire. Un militaire ne comprend pas les bruits des stylos. Un militaire comprend les bruits des armes. Quand on frappe, on sent que ça bouge au Rwanda. Vous comprenez un peu? Donc, quand on prend la dimension d'un front militaire auquel on doit être trop sérieux, je pense que le Rwanda fléchira. Mais avec les stylos, nous sommes à quel accord aujourd'hui avec cette affaire dans la région des Grands Lacs? Plusieurs accords ont été signés. Mais pour quel résultat? Aujourd'hui, le monde est géré dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Après tous ces accords, nous sommes toujours dans la routine. Effectivement, nous voyons le chef de l'État qui a compris ça, parce que Kagame avait un jeu, comme on dit en relations internationales, il ne voulait jamais qu'on discute dans un cadre légal des négociations. C'est-à-dire au niveau des institutions internationales. Kagame nous a amené à Nairobi, Kagame nous a amené à Kampala, Kagame nous a amené là où il voulait. Il signait des accords dans des cadres informels, parce qu'un accord dans un cadre informel n'a pas de régime de contraintes. C'est pourquoi tous les accords qu'on a signés, Kagame ne les respectait pas, parce qu'il n'y avait pas de contraintes. Maintenant, le président Félix a compris ça, il l'a mis dans un cadre formel. Le cadre formel aujourd'hui, c'est l'Union africaine, c'est l'EAC. Voilà où est née la signature de l'Angola, avec l'Union africaine qui avait désigné Lorenzo. De l'autre côté, il y avait le processus de Nairobi dans le cadre de l'EAC. Savez que c'est Kagame, c'est ce qui l'a poussé à aller faire maintenant cette guerre, faisant en sorte qu'il nous amène encore en dehors du cadre légal. On a tenu, ça félicité quelque part, mais nous sommes arrivés, moi la victoire de la RDC, je l'ai vu lors de la résolution, la production de la résolution 2773. C'était ça la réussite capitale de la RDC. Mais malheureusement, dans la continuité, on a semblé ignorer cette résolution. Nous sommes allés un peu à volo, on a touché un peu à beaucoup de choses à la fois, ce qui fait que Kagame se retrouve dans une situation où il peut continuer à s'amuser. Des fois, on l'a senti, défier même les États-Unis. Vous comprenez? Quand les deux ministres des Affaires étrangères ont signé aux États-Unis l'accord, n'est-ce pas, qui devait être entériné, parce qu'hier, ce n'était pas la signature, hier, c'était l'entérinement. Parce que ceux qui ici, ce sont les ministres des Affaires étrangères. Cet accord qui a été signé par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et la République du Rwanda devait attendre l'entérinement. Mais ça ne veut pas dire qu'on attendait l'entérinement pour entrer en action, non. Du moment où on avait signé cet accord, l'accord entrait déjà en vigueur. Il fallait qu'il y ait des opérations, des actions qui devaient déjà commencer, entre autres, la neutralisation des FDLR, tout ça, la levée des dispositions défensives du Rwanda et tout ça. Rien n'a été fait parce qu'on s'attendait qu'au mois de juillet, c'est là où on devait entériner cet accord-là. Ça ne s'était pas fait. On s'est dit novembre, on est allé jusqu'en décembre. Donc, nous ne devons pas être distraits, parce que moi, personnellement, j'étais confiant, mais ce que j'ai vu hier m'a rendu un peu dubitatif. Qu'est-ce que vous avez vu Le hier? premier fait, comme on dit en droit, la forme corrompt tout. La forme corrompt tout. En matière diplomatique, regardez la disposition des drapeaux. Deuxièmement, regardez l'emplacement de 3 présidents de la République devant, au niveau de la tribune.
Vous avez Donald Trump, vous avez Kagame, vous avez le président Tshisekedi. Pourtant, en matière de diplomatie, vous qui faites la médiation, c'est vous qui devez être au milieu. C'est un message diplomatique qui a montré qu'il y a eu un mal à l'aise avant qu'ils entrent dans la salle. On les a attendus peut-être pour un entretien de 30 minutes. On est allé presque à 2 heures. On les attendait pour venir dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'entrer dans la salle? Je crois qu'un diplomate averti peut lire entre les lignes qu'il y avait de problèmes. Troisième élément, c'est l'attitude du chef de l'État. Vous sentez qu'il y avait un sens de méfiance, un sens de rejet. Il était trop sec. Il était trop sec hier, bien que les discours, c'était des discours diplomatiques. Ce n'était que des discours diplomatiques. Et à la fin, il n'y a pas eu de salutation. C'est-à-dire qu'il y a un bémol qui a précédé cette signature. On dit, bon, on va faire la cérémonie parce qu'on est déjà là. Moi, j'ai compris ça, selon moi, en lisant entre les lignes, qu'il y a un problème sérieux qui n'a pas été résolu. Pourquoi, madame? Parce qu'il était prévu dans la signature de l'accord qui a été signé au 27 juin, il fallait que l'entérinement se fasse après retrait des troupes rwandaises. Mais là, nous avons entériné, les troupes rwandaises sont encore sur le sol, les troupes rwandaises font sérieusement la guerre. Vous suivez ce qui se passe à Kagota, à Luvungi, à Kamanyo, partout là-bas, Ngomo aujourd'hui. Ça continue dans le Massissi, Walungu, Walikale, ça continue encore. Est-ce que nous sommes sur le même diapason où Kagame joue toujours à ce jeu d'un militaire aguerri? Alors il fallait aujourd'hui à la République démocratique du Congo, face à cet accord, de s'imposer également sur l'aire de jeu, disons-le comme ça, sur le terrain. Merci Madame Boutella. Je compatis d'abord avec mon frère sur le plateau pour les tragédies qu'il a vécues. Et je demande au gouvernement qui les a déplacés jusqu'à Kinshasa de pouvoir continuer jusqu'à la fin de les engagements qu'ils avaient pris. Quant à l'accord, je le salue. Je le salue parce que nous avons tous voulu avoir un jour un accord de paix, non seulement signé par le ministre, mais entériné aussi par le président. Parce que nous savons tous qui est Kagame et quelle est sa politique. Voire même l'attitude du président est resté méfiant jusqu'à la fin. Il a même dit que nous restons vigilants. Nous n'allons pas fermer les, nous restons vigilants. Et, parce que vous avez parlé qu'ils ne se sont pas serrés la main, c'est parce que nous avons dit que nous n'allons signer cet accord que si le Rwanda quittait notre sol. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais le président américain a voulu rassurer le président Tshisekedi d'entériner l'accord et puis après, on verra sur le terrain. Bon, on lui fait confiance parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Inde et le Pakistan. Ils se sont battus pour 2-3 jours. Lorsqu'il a intervenu, ça s'est arrêté. Kalima s'est donné l'exemple d'Israël et l'Iran. Nous avons vu l'attitude. Il faut aussi comprendre que Trump n'est pas un politique. Trump, c'est un businessman. Il vient, il réfléchit business, mais en étant politique. Donc, si vous devez suivre le protocole, ceci, cela, lui n'est pas dans ça. Et pour rassurer les Congolais, vous allez voir qu'avant qu'ils ne sortent de la salle, il y a une dame qui a posé qu'une seule question au profit de la République démocratique du Congo sur la question des engagements du Rwanda. Et il a répondu clairement que vous allez les voir immédiatement ou rapidement. Donc nous devons rester confiants derrière ce qui a été fait pour ne pas être pessimistes. Encourageons les organismes internationaux à s'impliquer davantage. Vous savez, on a du mal à avoir des résultats en Afrique parce que les Africains ne s'intéressent pas aux questions africaines. L'Union africaine, par exemple, pouvait terminer cette histoire sans même que l'ONU n'y intervienne. Il fallait juste prendre des décisions claires, nettes contre le Rwanda. Parce que Tshisekedi, dans sa diplomatie, il a tout fait pour que le Rwanda soit cité comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et vous allez voir que lorsqu'il prend
ses positions dans des émissions télévisées, il parle indirectement en tant que M23. Mais qu'est-ce que l'Union africaine fait? Rien du tout. La SADC, l'EAC, ils sont comme des complices, ils agissent comme des complices. Donc si ce n'était pas l'intelligence de Félix Tshisekedi, on n'allait pas contraindre l'EAC et Kagame à obtenir l'accord de Nairobi. Et cette même intelligence-là nous a amenés en Angola avec le processus de Luanda. Tout ça a abouti aux résolutions 2773. Et nous avons un accord de paix. Je pense que nous pouvons mettre à côté d'abord cet aspect-là de méfiance, donner la chance à cet accord. Qu'est-ce que j'aime dans cet accord ou dans les propos de Donald Trump? Donald Trump a dit une chose. Il y aura des engagements, il y aura ça, mais ce que j'ai aimé, la justice. Parce que Kagame s'est bâti mordicus pour qu'il n'y ait pas justice dans cette question-là. La question justement de la justice, c'est la justice dont lui parle. Ce n'est pas la justice que nous pensons, pas forcément. C'est quelle justice? C'est la justice que nous pensons, la justice internationale. Le Rwanda a subi ce qu'il a subi en 1994. Il y a eu la justice que tout le monde voulait. Et c'est cette même justice-là, vous allez vous souvenir, lors du passage du procureur de la CPI ici, il avait si bien dit que la République démocratique du Congo mérite un tribunal pénal international pour le Congo, en fait de juger tout ce qui s'est passé ici, parce que la CPI, lui, ça sera un peu limité en 2-3 questions. Il faut vraiment le tribunal pénal international. C'est de cette justice-là que nous sommes là et nous réclamons. Parce que les millions de morts, les millions de déplacés, les orphelins, les femmes violées, n'oubliez pas le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Toutes ces choses-là doivent être réparées. Sans la réparation, je ne pense qu'aucun Congolais ne sera content de cette paix signée hier aux États-Unis, madame. Mais justement, puisqu'on parle de ces accords de paix, oui, l'accord de paix, mais l'effectivité aujourd'hui, puisqu'il y a méfiance, ça veut dire qu'on reste aux aguets, parce qu'on se dit finalement, est-ce que le Rwanda va aujourd'hui accepter de respecter ces accords, alors que l'on sait, dans ses habitudes, il a toujours cherché des manœuvres à contourner, pour contourner les situations. Alors, comment contraindre justement à ce respect des accords, M. Kalibasi, mais également sur terrain aujourd'hui, ensemble avec les accords, oublier la question du dialogue, la question de la crise en interne et le balayer du revers de la main. Oui, madame. Avant de réagir à cette question, je voudrais un peu recadrer mon frère qui a dit que l'entourage du chef de l'État ne l'aide pas ou ne comprenne pas la situation. Monsieur Patrick Bala. Monsieur Patrick Bala, je voudrais lui dire qu'il ne faudrait pas agir dans un plateau sous les coups de l'émotion. Parce que quand même que le chef est allé entériner cet accord, c'est son entourage là qui a dit travailler pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire le gouvernement, d'un côté, au travers les ministres des Affaires étrangères et certains de ses conseillers. Donc c'est pour dire que tous ces gens-là sont encouragés parce que je l'ai suivi. Comment il pleure, comment il présente sa situation par rapport à nos frères qui croupissent à l'est de la République démocratique du Congo. Et il doit savoir que cette situation a traîné depuis plus de 30 ans. Il a fallu qu'un homme arrive au pouvoir, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tenter d'obtenir ce qu'on vient de trouver aujourd'hui, que tous saluons et attendons maintenant sur terrain comment ça va répondre. Bon, je ne sais pas aussi s'il a jeté un coup d'œil sur cet accord. Vous savez, Kagame, pour qu'il arrive à signer, combien de fois il a tourné la tête des présidents africains ici? Tantôt il tombait malade, tantôt l'invité il ne venait pas.
Mais nous devons féliciter le président de la République. Mais non, puisque vous dites tout le temps que les États-Unis, c'est les parents du Rwanda, cela s'explique. Lorsque c'est les parents qui t'appellent, c'est mieux de s'exécuter. Écoutez, madame. Est-ce que ce n'est pas logique dans... Alors, c'est un avantage pour nous. Si c'est ce qui était derrière lui, les contrées aujourd'hui, a signé et a laissé la République démocratique en paix. C'est un avantage que nous pouvons féliciter. Et je disais, je ne sais pas s'il avait jeté un coup d'œil dans cet accord. L'accord là, la résolution 2773 est dedans. C'est un atout majeur. Il ne faudrait pas seulement que les militaires rwandais quittent avant. Voyons maintenant comment cet accord va agir après la signature des deux présidents de la République. Chacun, je l'ai dit tantôt ici, répondra devant ses responsabilités. Et le chef de l'État l'a répété encore hier, qu'il a encore tendu la main à Kagame ou au Rwanda, au nom de la paix, face à sa population de l'Est. Vous comprenez, madame? Deuxièmement, la guerre de l'Est, c'est une guerre économique qui ajoute là-dedans la situation sécuritaire. Et dans cet accord, après des études, on a compris qu'il fallait retourner la région du Grand Lac dans l'ancien système où tout le monde pouvait se retrouver. Rappelez-vous, quand Sarkozy était venu ici, alors qu'il était président de la République, il a évoqué la qu'est-ce question qu'il avait dit? Les minerais de la RDC. Il est difficile que la RDC soit en paix pendant que les pays qui l'entourent soient pauvres. La question que nous devons nous poser, ou la matière que nous pouvons donner aujourd'hui à notre gouvernement et au président Trump, que Kagame, avec d'autres présidents africains, parce que j'ai suivi Ruto aux États-Unis, qui continue à soutenir les M23, alors que c'est lui qui chapeautait par moment les négociations par rapport à cette situation de l'Est. Bon, aller avec de tels présidents qui ont de doubles langages, ça nous pouvons craindre. Nous pouvons aussi craindre, parce que Kagame et Museveni, laisse-moi terminer, madame, Kagame et Museveni sont les mêmes. C'est là où nous devons attirer l'attention du président Trump pour dire, Kagame peut dire, par peur d'être tué, par peur que mon gouvernement soit déstabilisé, je laisse, mais je passe la balle à Museveni. Et Museveni organise une autre rébellion pour venir déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, pour rentrer dans la case du départ. Voilà les questions que nous devons soulever ici pour sauver la République. Mais justement, par rapport à ces questions... Je voudrais maintenant répondre à votre question. Vous voulez ajouter une autre deuxième? Oui, justement, parce que lorsque vous évoquez la crainte des autres pays voisins, est-ce que c'est la meilleure question que nous devons nous poser, ou plutôt la question serait comment mettre fin, parce que les voisins sont là. Ça veut dire que le danger, il est permanent. Aujourd'hui, quelle est la méthode idéale pour ne plus parler de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo? C'est bien que l'on ait signé des accords économiques, mais tant qu'il y aura toujours des rébellions, le problème ne sera pas résolu. Donc le problème à ce jour, ce n'est pas que Kagame, le problème à ce jour, c'est la partie est de la République démocratique du Congo et ses minéraux. Aujourd'hui, lorsque l'on vous dit clairement que ces minéraux doivent être partagés, si aujourd'hui on accepte de partager avec le Rwanda, vous êtes sûr que le Burundi va se taire? Non. Il va aussi chercher comment créer des accords pour venir aussi partager ces minéraux. Est-ce que ce n'est pas justement une porte ouverte que nous laissons justement à ces pays voisins que l'on estime qu'ils doivent partager les richesses de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo? En tout cas, moi je n'ai pas suivi ça, madame, que les minéraux du Congo seront partagés avec les pays voisins ou les Rwandais. Non, non, avec le président, vous l'avez dit, non, le président Hollande, lorsqu'il était venu, il avait clairement évoqué ça. Non, Sarkozy l'avait dit. Sarkozy plutôt. Écoutez, madame, il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Sarkozy avait dit, il est difficile à la RDC d'être en paix pendant que les pays qui l'entourent sont pauvres alors que la RDC est riche. Ici, c'est la question de partage de ces richesses par des mécanismes qui suivront dans d'autres accords. Et le président de la République, c'est la gourmandisme tout simplement de Kagame.
Quand le président de la République est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas donné à Kagame? Et aujourd'hui, si vous lisez cet accord, nous sommes rentrés où? Dans les mêmes mécanismes que Tshisekedi avait mis en place dès son entrée au pouvoir. Aujourd'hui, dans l'accord, il y a les ECAF qui est là. Il y a l'EAC qui est là. Il y a la CIRGL qui est là. Il y a presque toutes ces organisations-là pour amener la paix à la RDC qu'on a inclus dans cet accord, en fait qu'après que cet accord soit entériné aux États-Unis entre les présidents de la République, et qui est un accord phare, il y aura d'autres accords qui suivront pour même tout ce que les gens de l'EAC font là. Tshisekedi les a tout donné. C'était juste la gourmandise et la mauvaise foi. Mais aujourd'hui, nous rentrons là-bas. Parce que Trump a dit. Mais je disais tantôt ici, madame, le problème n'est pas celui-là. Le problème, et il ne faudrait pas croire que le chef de l'État est dupe. Là, je voudrais encore, parce que mon frère Bala a parlé sur le plan diplomatique, il a vu le président de la République et de l'autre côté Kagame, alors que... Mais quand Trump s'est mis debout pour saluer le président Tshisekedi, et en saluant Kagame en étant assis, ça, vous n'avez pas interprété diplomatiquement, ça voudrait dire quoi? Mais il faut quand même... Vous vouliez que le chef de l'État fasse quoi? Le fait de signer l'accord, ce n'est pas le résultat qu'il attendait. Le résultat qu'il attend, c'est vous voir et vous rentrer à Goma, rester avec votre famille, c'est de voir tous se déplacer, rentrer, que les armes cessent de crépiter à l'Est. C'est ça l'idéal pour le président de la République. Et son comportement, quand même que c'est paix diplomatique, nous l'encourageons. Parce qu'il devrait montrer à Trump que je ne suis pas venu ici blaguer. Je suis venu chercher la paix. Et je voudrais que cet accord soit respecté parce que c'est vous qui avez accepté de l'échappoter. Voilà les éléments que nous devons parler ici, nous devons encourager. Nous ne sommes pas ici pour encore allumer les feux. Laissons l'accord produire ses fruits. Laissons les restes au président Trump qui s'est engagé à terminer la guerre à l'Est parce que les États-Unis tireront profit. Non seulement les États-Unis tireront profit par rapport à ce qu'ils gagneront, mais aussi la République démocratique du Congo dans sa partie Est, parce que toutes ces usines qui seront montées dans la région des Grands Lacs, et peut-être demain nous ne parlerons plus de chômage dans cette partie de l'Est. J'aimerais quand même que l'on... C'est vrai que l'accord a été entériné par les deux présidents. Mais le vrai problème, c'est le terrain. Aujourd'hui, le vrai problème reste le terrain. Sur le plan économique aujourd'hui, ces entreprises qui ont été placées au Rwanda, ça veut dire qu'en RDC, nous n'avons pas la capacité d'avoir ces entreprises de raffinerie. Et parce que lorsque nous acceptons, par exemple, que les minerais de la RDC puissent être exploités, traités au Rwanda, ça veut dire que la main-d'œuvre, elle sera rwandaise et autres. Aujourd'hui, M. Takizala, puisque vous êtes économiste, comment permettre à la République démocratique du Congo de gagner sur le plan économique, de tirer le drap de son côté dans cet accord sur le volet économique? Il faut une organisation à l'interne. On doit savoir que nous sommes en période difficile parce qu'il n'y a pas assez de Congolais qui travaillent. Nous sommes un État qui cherche 16 milliards annuellement, qui a un chiffre d'affaires d'une grande entreprise américaine ou coréenne, qui est supérieure même. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est ça d'abord le premier épine. Et quand je suis mon frère politique qui est en face, en parlant, je le suis religieusement, mais il faut accepter que sans administration, à l'intérieur de nos 9 voisins, ça sera extrêmement difficile en République démocratique du Congo. Sans entreprise congolaise, ça sera extrêmement difficile. Nous devons s'organiser. Parce que la guerre a toujours été économique, depuis l'histoire des guerres mondiales qui existent dans le monde. Et c'est dans la période de guerre qu'on réorganise la société et qu'on fait ce qu'on appelle l'économie de guerre. Même notre façon de fonctionner, elle doit changer. Nous devons inventer ce qu'on appelle un état d'esprit de guerre. Quand vous regardez aujourd'hui l'état d'esprit des présidents ukrainiens
ou les dirigeants ukrainiens, vous le voyez que c'est un état d'esprit de guerre. Nous avons un président qui a vécu pendant longtemps en Occident et qui connaît comment ça fonctionne. Aujourd'hui, la classe politique congolaise doit admettre, parce que vous savez, les fautes, tout le monde peut les connaître, qu'aujourd'hui, parce que vous parlez peu des entreprises de la République démocratique du Congo. Vous parlez beaucoup plus des entreprises des autres. Or, vous êtes en économie de marché. Si nous voulons ce que Mme Boutella est en train de chercher dans ce plateau, nous devons admettre qu'aujourd'hui, il faut réorganiser. Quand mon compatriote parle, par exemple, de la ZLECAF, zone de libre-échange intercontinentale, nous n'allons pas être représentés par des entreprises burundaises. Il faut que les entreprises congolaises soient dans la conquête. Parce que les États, c'est conçu par des taxes et des impôts. Aujourd'hui, des taxes et des impôts est faible dans le pays. C'est-à-dire que l'informel est supérieur, mon frère. Pour faire la guerre, acheter des armes, acheter des bouts, ainsi de suite, il faut que ça passe aussi par des entreprises locales. Si vous parlez peu des entreprises locales, pensez-vous que c'est ça, c'est comme ça va s'effacer? Non. Si la Corée, aujourd'hui, est devenue puissante, c'est la guerre. L'Allemagne, c'est la guerre. La France, c'est la guerre. Michelin, s'il s'est développé, c'est avec la guerre. Bouygues, s'il s'est développé, c'est avec la guerre. Il faut que les politiques mettent dans leur façon de faire que sans le zone d'entreprise en République démocratique du Congo, ça sera la ruine. Et c'est le cas d'aujourd'hui. L'accord est signé, c'est à base de confiance qu'on peut faire, que ce soit les affres de gauche à droite, maintenant c'est aux Congolais de se réorganiser à l'interne. C'est à nous. Laissons l'histoire de Washington, on a signé. Maintenant, les états-majors politiques doivent admettre qu'aujourd'hui, dans le mine, quelles sont les entreprises qu'on va aller avec? Parce que Gécamine est présent. Quelle est la position de Gécamine aujourd'hui? Dans le cobalt, c'est Gécamine. Dans l'or, c'est Kilomoto. Quelle est la position de Kilomoto? Dans le diamant, c'est Minerai de Bakwanga. Quel est le positionnement maintenant de Minerai de Bakwanga? Dans le privé, quels sont les acteurs congolais? Et comment on va positionner avec ces acteurs face à ces accords en bilatéral? Quand vous voyez les dirigeants des autres États se déplacent, la suite, c'est aussi le monde de l'entreprise. Lorsque vous allez cacher le monde de l'entreprise de la République démocratique du Congo, on sera toujours à tourniquer. Kagame, c'est un État. Il va défendre ses intérêts. Il s'est développé aussi avec la guerre. Hein. Il faudrait aussi le signaler. Il s'est développé avec la guerre. Et nos intérêts, ce n'est pas uniquement le poste ministériel. Nous avons ce conflit de 30 ans. Réduisons la taille du gouvernement. Tous les alliés du président Tshisekedi, vous devez se rendre compte qu'aujourd'hui, nous devons financer nos entreprises. Parce que si nous voulons que les Américains puissent nous prendre au sérieux, ils doivent avoir leurs homologues congolais capables à commercer avec eux. Les échanges économiques, c'est l'institutionnel, c'est le privé. Mais aujourd'hui, le privé congolais, quelle banque qui va le financer? Quelle banque qui va le financer? D'où l'importance. Nous avons un gouvernement de 58 ministres, je pense que c'est le moment. Il faut faire un gouvernement même de 15 ministres. Il faut faire des économies. Avec les coalitions politiques. Mais non, mais ils doivent admettre que 16 milliards se peut. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on finance nos entreprises, parce que cette conquête de l'Est, qui vous dit que moi qui en face, je ne peux pas mettre aussi une entreprise à Goma? Pourquoi ça doit être? Et ceux qui doivent venir doivent commercer aussi avec nous. Pourquoi vous ne financez pas? Pourquoi vous ne donnez pas des contrats? C'est ça le vrai problème. Il faut associer les acteurs locaux aussi. Et c'est comme ça que vous allez voir que ces histoires, ainsi de suite, c'est le chômage. Le nerf de la guerre à la République démocratique du Congo, c'est le chômage. Plus on va occuper nos compatriotes, ils vont créer des ressources pour la République démocratique du Congo. Monsieur Bala, aujourd'hui, justement, on reste dans ce volet pour la faisabilité sur terrain. Vous avez semblé être sceptique avec M. Kalimassi l'a dit, avec la position. Mais sur terrain, qu'attendons-nous réellement? Les zones sont occupées. Aujourd'hui, lorsqu'on parle justement de créer des entreprises pour le raffiner et autres, très souvent on passe au Rwanda. Pourquoi pas ces entreprises peuvent être créées à l'est où on retrouve justement les minerais? Madame, cette question rejoint un peu la réponse que j'ai voulu lui donner parce qu'il a dit que j'étais un peu émotif. Mais par contre, moi, je le trouve lui plus émotif que moi. Je ne suis pas émotif, je suis dans la raison. J'ai donné les évidences de la diplomatie et des relations internationales. Les emplacements disent tout en diplomatie. La salutation, la manière de serrer une main, ça dit tout. Vous vous êtes rappelé lors de la francophonie ici, comment est-ce que François Hollande avait salué
Joseph Kabila et comme il est allé saluer Abdou Diouf, c'était un message en diplomatie. On ne néglige rien, mon frère. Il ne faut pas négliger. J'ai dit ceci, j'ai félicité le chef de l'État dans cette démarche d'avoir fait partie Kagame du cadre informel vers le cadre formel. C'est un succès. Je félicite. J'ai félicité la résolution 2773. Vous dites qu'elle est incluse, mais n'est pas incluse sur terrain. Vous comprenez ma démarche à moi? La démarche, c'est que quand les ministres des Affaires étrangères ont signé l'accord, et cet accord entré directement en vigueur, on n'attendait pas l'entérinement. Son Excellence Kaikwamba a expliqué, elle a même dit que ça entre immédiatement en vigueur. Et un mois après, on devait entériner. Vous pensez que je ne lis pas? Je lis. Et je suis tout ça de près. Je suis concerné parce que je suis aussi congolais. Vous comprenez un peu? Ça devait entrer en vigueur. Vous avez plus utilisé le mot encore. Encore, c'est parce qu'au début, ce n'était pas fait. On a signé et on a entériné après. Mais quand on a signé, on n'a pas respecté. Que ce soit la RDC, que ce soit le Rwanda. Vous comprenez un peu? J'ai dit là, ça me rend un peu dubitatif. Je n'ai pas rejeté. Ça me rend un peu dubitatif parce que pour moi, j'aimerais que demain, ces gens pensent que je sois chez moi. Vous comprenez le souci que j'ai? Mais de manière rationnelle, quand j'analyse les faits, juste avant qu'on ait signé, Kagame fait une sortie médiatique. Ce n'était pas hasardeux. Si on est politique, on doit avoir l'œil de lire entre les lignes. Kagame vous dit que c'est lui qui vous fait la guerre, ouvertement. C'est dire, ces trucs de, c'est pas M23, un truc ça n'existe pas, c'est moi. Donc il a effacé tout le monde, il a mis le vrai discours là. Alors, vous allez à Washington, à la veille, on bombarde. On vous bat. Mais c'est un message aussi que les gens doivent normalement comprendre. On ne doit pas négliger ça. Ce sont les faits que moi j'aimais. Je ne suis pas dans les sentiments. Je suis dans les faits. N'y a-t-il pas eu bombardement? Les M23, qu'on appelle M23, n'ont pas attaqué. Il n'y a pas eu de renfort venant du Rwanda. Et hier soir, pour votre information, il y a des troupes qui ont quitté Rutshuru vers Goma. Goma, Bukavu en bateau. Et c'était plein de camions qui sont venus encore en renfort vers Kamanyola pendant qu'on signait. Au même moment qu'on signait là-bas, là on renforçait. Et ce n'est pas une évidence à prendre au sérieux pour ne pas rester cramponné sur des faits des fois qui restent vides de fond. Mais dans ce que vous dites, puisque Kagame reconnaît ouvertement et vient, signe, reste dans la table de négociation, reconnaît ouvertement, c'est le Rwanda qui agresse, c'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. Alors, le sens même et le contenu même des accords de Doha, ça sera quoi? Les négociations avec la FCM 23. Quelle est la substance aujourd'hui? Madame, nous sommes en Angola. Je crois que c'est un 14 décembre qu'on attendait où Kagame devait venir signer. En tout cas, c'était la fin. Il n'est pas venu. Il a donné une condition. Il signera que le jour où vous allez terminer avec le M23. N'est-ce pas? Exact. On arrive à Washington. C'est le même scénario qui vient. On ne va pas entériner. Il faut qu'on termine avec Doha. Et c'est terminé avec Doha? Pas encore. Ce n'est pas encore terminé. Donc, il faut que nous prenions nous-mêmes nos responsabilités. Peut-être qu'il a dit là. La donne est le plus interne. La manière dont nous-mêmes nous nous comportons. Quand j'ai dit que le chef de l'État se retrouve comme un homme seul, c'est vrai, je réitère encore, monsieur. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4 messieurs congolais qui l'aident dans le travail, on voit certains qui se sacrifient. Mais quand je suis les grands discours du chef de l'État, par exemple aux Nations Unies, qui ne sont jamais relayés, et seulement quand on dit Kagame, il y a 2 personnes qui sont dans la rue pour marcher, on pense ça, faire la mobilisation contre la guerre. Non. Aider le chef de l'État, c'est en tout. Il parle des entreprises et tout ça. Est-ce qu'on l'aide dans ça? Aujourd'hui, que les Américains amènent leurs entreprises ici, quelle sera la main d'œuvre aujourd'hui? Américaine. Les Américains viendront avec les leurs. Les Libanais sont remplis, si vous ne les avez pas encore chassés, ils ont rempli les leurs. Les Chinois sont ici. Ce sont des dons, ok? Et quand vous suivez ces Chinois, vous suivez ces Libanais, ils sont en collaboration avec d'autres Congolais qui sont même autour du chef. Qui sont autour du chef. Il ne faut pas qu'on se voie la face, qu'on se dise la vérité. Si nous voulons sauver le Congo, touchons l'abcès, crèvons l'abcès. Faisons sortir les pus. Nettoyons sérieusement, que ça fasse mal ou pas. C'est ça le commencement de la guérison d'une plaie. Vous avez insisté aussi sur le nom Trump. Comme si nous n'existions pas. Non, l'accord n'est pas l'accord de Trump. C'est notre accord. Vous comprenez? Il vous a aidé à vous entendre. Et vous dites, nous attendons ce que Trump a dit. Non. Moi, je pense que nous devons prendre nos responsabilités totalement.
Nos responsabilités, c'est qu'il y a un gouvernement, il y a les forces armées, il y a le peuple. Ce que moi je demande, c'est quoi? Le chef de l'État est là, tout le monde le sent au front, tout le monde le sent en train de se battre. Quand je parle de son entourage, pas de relais, pas de mobilisation, vous sentez ça dans certains médias gauche-droite, mais allez au commun de mortels, personne ne sait ce qui se passe. Parce que moi, je peux vous le dire, du soir jusqu'à aujourd'hui, combien d'appels j'ai eu? Parce que je suis compté parmi les leaders de l'Est. Combien d'appels j'ai eu? Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Maintenant, vous avez dit que, mais on vient de bombarder. Les gens ne comprennent pas d'abord ce qu'il y a. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une crise de communication de guerre. Nous sommes dans une communication classique pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a une communication appropriée. Pendant cette guerre, on devait expliquer aux gens ce qui se passe réellement en termes de fond. Plusieurs qui se disent même intellectuels pouvaient leur demander ce qui se passe dans la résolution 2773. Personne ne sait ce qui se passe. Pourquoi il y a cette absence de communication de guerre? La guerre s'est faite avec des fronts combinés. On ne fait pas avec des fronts sectionnés. On a un front militaire, on a un front médiatique qui est d'abord le plus puissant de front, le front communication. C'est ce que Kagame est en train d'utiliser plus. On vous demande par exemple... Le front économique. On vous dit que Goma est tombé, les gens sont à panique, le militaire défend de l'Est et l'ennemi en profite. C'est une arme. Je vous donne un exemple avec les États-Unis contre Saddam Hussein. Mais c'était un mensonge, une communication pour dire arme à destruction massive. Et réellement, c'était autre chose qu'on cherchait. A-t-on trouvé des armes à destruction massive? Non, il faut la communication de guerre pendant ce temps-ci, pour chuter madame, oui, qui devait pousser. C'est que moi je demande, c'est quoi? Que tous ceux qui sont autour du chef de l'État soient comme le chef de l'État. En ce temps-ci, on ne pouvait pas parler d'opposition. En ce temps-ci, il fallait parvenir par une bonne communication, emballer toute l'opposition, emballer le peuple congolais, qu'on soit un seul corps face à notre ennemi. Mais malheureusement... Mais M. Beya, lorsqu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a une opposition en temps de guerre, qu'il faille appeler, lorsque l'on ne veut pas reconnaître qu'il y a une crise politique, il y a un problème de cohésion nationale en interne, lorsqu'on ne veut pas reconnaître qu'il faille dialoguer pour avoir un même langage, pour résoudre cette question de guerre, comment voulez-vous évoluer en vase clos avec une seule vision? Madame, je vous dirais qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Il n'y a pas aussi de crise de cohésion nationale. Il y a certains acteurs politiques qui ont pris la cohésion nationale comme leur fonds de commerce. À chaque fois qu'ils veulent avoir des postes, ils viennent crier à la cohésion nationale. Je reviendrai à votre question, mais je vais dire à M. Bala, lorsque l'on a signé l'accord de paix le 27 juin, après, c'était entré en vigueur. Parce que les CONOB s'est mis en place, n'est-ce pas? C'est avant entérinement. Donc, il y a un processus qui a déjà commencé. C'est pendant ce processus-là qu'on vient entériner. Donc, on n'avait pas dit qu'en signant le 27 à minuit, les militaires rwandais partiront. D'abord, il faut les identifier, savoir où ils sont. Ils sont au nombre de combien? Je suis d'accord avec vous, mais il y avait plusieurs points qui ont été énumérés, qui devaient être normalement exécutés avant qu'on arrive à l'entérinement. Vous avez parlé du CONOPS, mais il n'y a pas eu de levée des mesures de défense. Il n'y a pas eu la traque des FDLR. C'est parmi ces points-là. On a mis en place les CONOPS. La République démocratique du Congo a officiellement émis un communiqué appelant les FDL à s'identifier et à venir se présenter soit à la MONUSCO, soit à l'armée congolaise. Ce n'est pas dans ce même processus. C'est bien écrit sur la résolution 2773. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un débit. Nous devons maintenant encourager cela à se concrétiser totalement. On ne peut pas, sur base de cette lenteur, dire que rien n'est fait. C'est que ce n'est pas entré en vigueur. C'était déjà entré en vigueur avec l'entérinement. Et donc, tous ceux qui sont impliqués à ce qu'il y ait maintenant une finalité au problème. Monsieur Tagizala, les opérateurs économiques, on les associe toujours. La République démocratique du Congo n'a jamais pris des engagements économiques sans les opérateurs économiques. Il y a les chambres de commerce, ceci, cela.
L'accord qui a été signé là-bas, ce n'était pas un accord des économistes venus penser économie. Vous avez vu les formules économiques dans cet accord. On a juste parlé de l'intégration régionale économique. Il y aura des accords qui vont venir après pour accompagner cette base. À ce moment-là, on tiendra compte du chambre de commerce, les trucs de Yuma, les noms m'échappent. La FEC, il y aura tout. Je comprends que vous êtes politique congolais. C'est logique parce que même l'accord de paix... Vous êtes intolérant. Non, c'est un débat. Bon, c'est un échange, interaction. C'est une parenthèse justement pour vous permettre d'enrichir. Politique congolais, même l'accord de paix, l'économie est dedans. Vous avez pris des avions, vous avez monté, vous avez payé Les hôtels. les chambres d'hôtel, l'économie. On doit l'écrire dans l'accord. On doit l'écrire dans l'accord. Ça, c'est au début, si vous avez des faux dit, fouillants. Il faut une nouvelle. Non, c'est pas un faux fouillant. C'est un faux Il faut fouillant. qu'on soit de plus en plus responsable en République démocratique du Congo. Écoutez, M. Takizala. Vous êtes au pouvoir, évitez la politique populiste. Écoutez, faites la M. Takizala. politique responsable. Écoutez, S'il vous M. plaît. Takizala. Alors, S'il M. vous plaît. Takizala, il va réagir parce qu'il est dans son temps de parole. Voilà. M. Takizala, vous êtes économiste. Ne faites pas de spéculation. Non, il n'y a pas de spéculation. Vous êtes économiste. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez un garage à la 12e rue. Oui, c'est une entreprise dans le secteur de l'automobile, oui. D'accord. Le président de la République a lancé la maison de l'entrepreneuriat pour accompagner tous les projets d'entrepreneuriat. Le président de la République, dans sa politique, il a voulu que l'État congolais puisse garantir les investisseurs congolais qui puissent avoir des crédits dans des banques, Robank, peu importe la banque, mais que l'État puisse donner la garantie pour vous éviter les tracasseries qu'il y a. Vous avez déjà suivi ces processus-là. Nous sommes ici, nous voyons des Indiens prendre des crédits pour lancer des entreprises de câbles électriques au Congo central comme au Katanga. Vous, Takizala, avez-vous déjà pris un projet, même pour donner les charrois aux députés congolais? Un projet bien élaboré, présenté. Pourquoi vous avez tendance de minimiser les entrepreneurs congolais? Je vous ai minimisé. Là, vous êtes en train de le minimiser. Là. Je vous ai minimisé. Non, non, non. Non, je suis en train de... Je suis dans le débat. Je suis en train Restez de dans vous le montrer débat. que... Ça, c'est votre rôle à vous, le politique. C'est à vous d'équilibrer cette injustice. Monsieur Béa, Vous êtes politique congolaise. Monsieur Takizala, permettez Monsieur Béa de terminer parce que nous sommes vers la Ça, c'est fin. votre responsabilité. Vous n'allez pas me poser ces questions. C'est moi qui pose les questions sur le plateau de toutes les façons. Intervenez. Vous avez voulu faire croire aux téléspectateurs que l'État ne fait rien. Il néglige les entrepreneurs congolais, Aïe, aïe, les investisseurs, ainsi de suite. aïe, aïe, aïe. Je vous montre qu'il y a quelque chose qui est fait. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un forum ici sur le climat des affaires. Je ne sais pas si vous avez apporté une contribution là-bas. Je ne pense pas. Mais pourtant, tout ça, c'est fait pourquoi? N'est-ce pas pour améliorer les conditions déjà du climat des affaires et puis pouvoir propulser les entrepreneurs congolais. Donc, il faut se mettre dans la danse et non venir critiquer parce que la critique a toujours été... Il n'a pas critiqué, il donne un point de vue. Il donne un point de vue pour améliorer les choses. Monsieur Bala, on nous a attaqués après signature. Télé 50, nous sommes sur leur plateau. Nous avons récupéré plus de 5 localités. Ça veut dire que pendant que nous signons, le président de la République a entériné l'accord, nous étions attaqués et la République a riposté. En ripostant, il a récupéré 5 localités. Donc c'est pour dire que le gouvernement est présent dans tous les fronts. Mais la géopolitique a ces réalités que vous ne maîtrisez pas. C'est comme ça que quand vous donnez vos avis en tant que médecin, parce que vous êtes docteur, vous vous êtes présenté ainsi, vous avez du mal à comprendre certaines gestuelles, certains discours et certaines positions prises par les gouvernements congolais. Il y a beaucoup de contraintes dans la vie politique et dans la gestion de l'État. Si vous allez avec des sentiments, vous risquerez de nous couler les bateaux République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo... Mais M. Bala parlait des faits. Quels sont les faits qui disent le contraire de ce qu'il a dit? Madame, M. Bala dit une chose. Il dit, on a tendance à ne pas comprendre ce qui se passe à l'Est, la réalité de la guerre.
Mais en même temps, il dit le président de la République est la seule personne à avoir compris. Je ne sais pas qui s'appelle la République. Mais lorsqu'on parle, il a bien évoqué cette politique d'accompagnement. Aujourd'hui, on va le dire, il y a un moment donné où on a évoqué la question de la balkanisation. On a évoqué la question de s'approprier le Congo. C'était réellement un leitmotiv où partout où vous passez, c'est le même discours qui est relayé. Ce n'était pas fait pas forcément par les journalistes, par les communicateurs, par les politiques. Et à force de le dire, la population le sent aujourd'hui. On le dit par exemple, le train de vie de tout ce qui se passe à Kinshasa ne donne pas la réalité de la guerre, la réalité que nous sommes en guerre en République démocratique du Congo. C'est oui. Par exemple ce style... Oui, oui, Madame Boutella. Oui, on va conclure avec vous. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Déjà. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il n'y aura pas le mot de la fin. Les fonds de commerce, les fonds de commerce des politiques congolais, oui. C'était hier la balkanisation, mais avec cet accord, vous allez voir que et le Rwanda, qui a souvent tendance à dire qu'ils avaient des terres en République démocratique du Congo, a reconnu le pacte créant l'Union africaine, qui dit que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Donc, il y a déjà une victoire. Maintenant, quant à dire la cohésion nationale pour évoquer les dialogues congolais, nous devons tous retenir une chose. Il y aura bel et bien des pourparlers entre Congolais pour des sujets essentiels. Mais il n'y aura pas de dialogue à la forme de la CENCO ni de l'ECC. Kabila, Nanga et tous ces rebelles devront subir la rigueur de la justice. Et maintenant, les téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis grand merci. Je dis grand merci à M. Marc Béa que vous êtes, cadre de l'UDPS, à M. Mathieu Takizala. Oui, les temps, c'est de l'or. Monsieur Takizala, analyste politique et aussi analyste économique. Voilà, donc il reste économiste. Il aime bien sa casquette d'économiste. Un grand merci également à monsieur Patrick Bala, acteur politique, mais également déplacé de Goma, qui se retrouve ici à Kinshasa. Sont le bienvenu. Voilà, donc vous êtes en République démocratique du Congo également. Monsieur Henri Kalimasi, qui est cadre de la FDCA. Grand merci à vous, même les téléspectateurs. Oui, nous cesserons de parler du Congo, oui, parce que c'est notre terre. Et nous avons le souci que ça aille mieux, oui, pour le bien-être de tous. On se retrouve très prochainement sur Télé 50.